Bon, normalement, on devait faire le BDR, mon bulletin, dans ma cuisine, comme d'hab. Et puis hier soir, je me suis réveillé, puis je me suis dit, allez, faut y aller. On va aller chez Bridgestone, à Béthune, c'est à 1 heure de chez moi. On va aller y faire un tour. C'est toujours différent quand on voit les salariés, même sur le plan théorique de la macroéconomie. Quand tu as vu Goodyear partir en Pologne, quand tu as vu Continental partir en Roumanie, quand tu as vu après tout le reste, hein, l'électroménager, les chips, les canapés, les climatiseurs, enfin bon, quand tu as vu tout partir à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, tu as compris le principe macroéconomique. Mais mettre des visages et un récit là-dessus, tu vois. Un salarié là qui témoigne sur Facebook, et c'est un syndicaliste qui disait ça, qui disait être viré par vidéoconférence, et puis on te propose d'appeler en soutien par téléphone où est passé le facteur humain. Et c'est comme si là, avec ce licenciement donc par Zoom, on passait au plan social par temps de Covid. Bon, et les salariés qui racontent comment ils en voient d'autres qui commencent à chialer sur les lignes de production, mais ils veulent quand même se montrer bien, que c'est des gens bien, que... Ah merde, toutes mes feuilles qui se barrent. Que ce sont pas des violents, donc il faut contenir tout ça pour pas correspondre à la caricature, tu vois. Et donc on se contient, puis un jour peut-être que ça pète, parce qu'on se dit bah voilà, il faut qu'il y ait un repreneur. Si les Bridgestone ils sont montrés comme étant des méchants salariés, et ben le repreneur il va pas vouloir venir. C'est-à-dire que même quand tu viens de subir une humiliation, et ben tu continues à te plier pour être repris. Bon voilà, donc on est dans ce moment-là. Bon, je voudrais faire des parallèles qui va paraître étrange comme ça en premier abord, mais pour moi je vais dire Bridgestone, la 5G, les néonicotinoïdes et le plan de relance, même combat. C'est la même chose. Il y a un facteur commun que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est la concurrence. Est-ce que on veut maintenir la concurrence ou bien est-ce qu'on veut en sortir? Et je pense que ces 4 trucs-là, Bridgestone, la 5G, les néonicotinoïdes ou le plan de relance, ont tous trait à cette grande question sur la concurrence. Bridgestone, c'est évident. La concurrence, là, c'est quoi? C'est une délocalisation qui est même pas masquée. Il y a eu 10 fois plus d'investissements à l'autre bout de l'Europe, en Pologne, qu'il y en a eu sur le site de Béthune. Les bénéfices qui existent là sur ce site-là, ils sont envoyés à la division à Bruxelles pour être réinjectés ailleurs. Et Bruxelles, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement en élargissant l'Europe là au début des années 2000 aux pays de l'Est, alors qu'il y avait un régime salarial, social qui était pas du tout proche du nôtre, ils ont instauré une concurrence complètement déloyale, mais en plus, ils aident avec le Fonds de développement des régions, ils aident à hauteur de 24 millions d'euros pour Bridgestone à créer l'usine de Poznan. Donc là, il y a quelque chose qui est d'une inégalité évidente, mais évidemment aussi avec l'autre bout du monde, puisque à la fois les pneus chinois, nous dit-on, sont passés de 6 à 25% du marché, et surtout, on vient encore de signer là un accord de libre-échange avec le Vietnam, avec la Corée du Sud, qui comprend entre autres les pneumatiques. Et les salariés nous disent, bah voilà, l'an dernier, on nous a fait cadeau de bons pour aller acheter des pneus. Les pneus qu'on est allé acheter en magasin, c'était du Made in Vietnam. Donc ça pose, on voit très bien comment la concurrence, se maintenir dans la concurrence, être en compétitivité avec l'autre bout de l'Europe ou l'autre bout du monde, pèse sur le dossier Bridgestone et est au cœur du dossier Bridgestone. Je voulais repasser un deuxième truc. On va dire ça n'a rien à voir. Bah si. Les néonicotinoïdes, tu sais la betterave. Ah, j'ai oublié mon t-shirt. Tu peux me filer mon t-shirt, Paul? Je vais vous montrer mon t-shirt de Colerix. Parce qu'on avait fait une manif. C'était début 2016, juste après le licenciement des Goodyear d'ailleurs. Donc tu vois, c'est encore lié. Et on avait notre mascotte, on avait une mascotte dans laquelle on rentrait, tu sais, comme chez Disney, il y a Mickey et tout ça. Là, c'était Sylvain qui avait fait la mascotte de Colerix. Tu la vois là ou pas? Colerix, c'était notre betterave en colère. Parce que la betterave est le symbole quelque part de la Picardie. Et moi, j'ai un certain attachement à la betterave. Je ne sais pas si tu te souviens du t-shirt des Fatal Picard, c'est Picardia Independenza, et on voit une betterave qui porte le bandeau corse pour l'indépendance. Mais la betterave qui est née industriellement au début du 19e siècle, au moment où il y avait un blocus anglais qui ne nous permettait pas d'importer
du sucre de canne, de Guadeloupe, Martinique, des colonies et tout ça, et donc à ce moment-là, ou d'Amérique, et on avait trouvé comme substitut la betterave à sucre, dont on savait qu'elle existait, mais elle n'était pas du tout développée. Et là, sous Napoléon, il y a un développement industriel de la betterave à sucre. Alors là, il y a le désir des planteurs de betteraves de pouvoir à nouveau utiliser les néonicotinoïdes pour venir à bout du puceron qui, selon les exploitations, endommage de 15 à 50% les rendements de betterave. Donc, il y a un problème, en effet. Moi, je voudrais qu'on se souvienne de trucs et toujours sur la concurrence, tu vois. Jusqu'à il y a 3 ans, jusqu'en 2017, il y avait des quotas sur les betteraves, tout comme il y a eu des quotas sur le lait. On a supprimé les quotas sur le lait au niveau européen, ça veut dire que chaque pays avait un volume maximum de production. On a dit c'est fini, il faut que ça soit dérégulé, le marché soit dérégulé, qu'il y ait une concurrence et tout ça. On a dérégulé les quotas sur le lait, ça a fait plonger le prix du lait et les éleveurs l'ont payé très très durement. Et pourtant, malgré cet échec, qu'est-ce que font les ayatollahs de la concurrence à Bruxelles? Ils disent, bah voilà, on va faire pareil avec la betterave et on va supprimer les quotas sur la betterave. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chute de 50% du prix du sucre. T'imagines? Pourquoi? Parce que trop de production, baisse des prix. Il y a eu une baisse, je crois, de 16% de la part des surfaces agricoles consacrées à la betterave. Bon, des ayatollahs de la concurrence tels que quand on a eu, par exemple, notre projet de loi et sur les états généraux de l'alimentation, on voulait que les cantines, localement, elles puissent s'approvisionner de produits faits par des paysans, des agriculteurs du coin. Et ce que nous a été repliqué par les macronistes, c'est que non, on ne peut pas faire ça parce qu'il faut qu'il y ait une égalité entre le petit producteur du coin et le producteur espagnol, le producteur portugais, le producteur polonais, parce que sinon on va se faire taper sur les doigts par le truc de la concurrence à Bruxelles. Tu vois un peu le délire dans lequel on est. Donc là, on a un premier truc de concurrence sur la betterave, qui est que la fin des quotas va peser au moins aussi lourdement que les pucerons. Mais tu as un deuxième truc, c'est le dumping environnemental. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as 8 pays en Europe, peut-être 9, qui ont déjà accepté de supprimer, de déroger, de donner des dérogations pour les néonicotinoïdes. Tu as la Pologne, tu as je crois l'Ukraine, tu dois avoir l'Estonie, tu as la Belgique, c'est sûr. Tu as un grand nombre de pays comme ça qui ont déjà accepté ça. Et donc du coup, là la question c'est, est-ce qu'on accepte cette concurrence, ce dumping par le bas, ou est-ce qu'on en sort toujours? Si on accepte cette concurrence, bah en effet, on réintroduit les néonicotinoïdes, ou alors Macron, à quel moment il allait peser à Bruxelles pour dire il faut un retour des quotas sur les betteraves, et il ne doit pas y avoir l'autorisation de dérogation, sinon bah évidemment ça va être un dumping généralisé sur le plan du paiement aux agriculteurs et sur le plan environnemental. Bon, donc deuxième dossier qui était sur la concurrence aussi, là les néonicotinoïdes, puisqu'on nous demande de nous aligner par le bas pour rester compétitifs. Troisième dossier, la 5G. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que on ne peut pas rationnellement regarder quels sont les avantages et les inconvénients de la 5G sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental. Il y a encore des études là qui sont sorties qui démontrent que c'est très mauvais pour les insectes, dont on a déjà perdu 80% des insectes. Donc on va, à la fois les néonicotinoïdes et la 5G vont continuer à sabrer ce qui peut se passer sur les insectes. Bon, mais il ne peut pas y avoir de discussion rationnelle autour de ça, parce que de toute façon, il y a l'impératif de compétitivité. Et en vérité, c'est le seul truc qui nous est posé par le gouvernement, c'est de dire la Corée du Sud le fait, la Chine le fait, les États-Unis le font, l'Allemagne le fait, tout le monde le fait, donc on ne peut pas ne pas le faire. Si on veut rester dans la course, si on veut être compétitif. Et Thierry Breton qui nous dit qu'il nous faut déjà faire la 6G, si on veut être compétitif, il nous faut la 6G, se préparer à ça. C'est une course. On est dans une course. Sur le Bridgestone, sur les néonicotinoïdes, et là sur la 5G, on est dans une course. Maintenant, moi je pense que cette course est une course au néant. Et qu'avant de sauter dans le vide, bah, peut-être que s'arrêter, réfléchir. Mais tu vois, réfléchir, c'est pas compétitif. Se demander dans quelle direction on va aller, c'est pas compétitif. Se demander quelle production de pneumatiques on a besoin en France, est-ce qu'il nous en faut moins, est-ce qu'il faut partager le temps de travail là-dessus, c'est pas compétitif. Donc si on reste dans cette course-là, bah, en effet, il faut baisser les salaires, il faut accepter, je raconterai encore un truc après sur Bridgestone, peut-être que tu le réintroduiras avant. Ah oui, ce qui nous a,
ce qu'ils nous ont raconté sur l'accord de performance et de compétitivité, c'est vraiment formidable. Ils nous ont dit quoi? On leur dit de signer un accord qui donne 14 jours gratuits à la multinationale. Tu vois? Et eux, ils disent, d'accord, mais qu'est-ce qu'on a comme contrepartie? Est-ce qu'en contrepartie, vous nous garantissez l'emploi? Non. Est-ce qu'en contrepartie, vous nous garantissez de l'investissement? Non. Est-ce qu'en contrepartie, vous nous garantissez une baisse de salaire des dirigeants? Non. Est-ce qu'en contrepartie, vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de dividendes pour les actionnaires? Non. Il n'y a aucune contrepartie, on leur dit signez. Et si vous ne signez pas, bah vous êtes des mauvais salariés qui mettez en péril l'entreprise, blablabla. Et là, je dirais que l'injonction à la compétitivité continue. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est de dire, là on en est à se dire, ah ben on va donner allez, 10 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions à Bridgestone pour qu'ils investissent sur le site et qu'ils fassent repartir le site. Mais moi je dis, le moindre euro donné à une multinationale qui l'année dernière a fait 3 milliards de bénéfices, 3 milliards d'euros de bénéfices, et il faudra encore leur donner de l'argent pour faire des génuflexions et pour qu'ils daignent venir ici. Mais on voit là qu'on a instauré un régime qui est un régime féodal avec ces seigneurs et auprès de qui il faudrait consentir tout, dérouler le tapis rouge, leur offrir des baisses de salaire, leur offrir, tu vois, tout pour que ces maîtres du pneumatique restent ici ou viennent s'installer ici. Et donc, dernier point, le plan de relance. C'est la même logique. Quelle est la logique du plan de relance? C'est de dire, bah, il faut permettre aux entreprises d'être compétitives. Comment on va faire pour que nos entreprises soient compétitives? On va leur donner du pognon. Et donc, 25% des baisses d'impôts, là, vont aller aux 280 plus grosses entreprises. C'est du délire total, tu vois. Donc ça veut dire des milliards à nouveau, et on espère, alors on l'a déjà fait avec le crédit impôt compétitivité emploi, ça n'a pas marché. On l'a fait avec la fin de l'impôt de solidarité sur la fortune, ça n'a pas marché. On l'a fait depuis 30 ans avec la baisse de l'impôt sur les bénéfices, puisqu'il était à 50% pour toutes les entreprises au milieu des années 80, et là il va passer à 25%, il est en vérité de 12% pour les multinationales et de 9% pour les entreprises du CAC 40. Et même quand on fait ces génuflexions-là, ça ne marche pas. Je veux dire, on est là en train de prier le ciel pour qu'ils viennent nous donner de l'emploi, pour qu'ils veuillent bien nous payer des petits impôts et tout ça. Ça va plus. Il faut sortir de cette logique de compétitivité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut des protections. C'est-à-dire que c'est quoi une protection? C'est quoi des barrières douanières? C'est quoi des quotas d'importation? C'est quoi des taxes aux frontières ou des taxes kilométriques? C'est une manière d'atténuer ce poison de la concurrence. Un peu de concurrence peut être un stimulant dans l'économie. Beaucoup de concurrence devient un poison. Et là, il est évident que c'est devenu quelque chose de complètement nocif, pas seulement pour l'économie française, mais pour la société française et pour en fait l'écologie mondiale. Quand Nicolas Hulot dit en quittant le gouvernement, de toute façon, le pire ce sont les accords de libre-échange parce que ça détruit la planète et c'est pas en installant 3 éoliennes qu'on va s'en sortir, il a tout dit. Évidemment, aller produire, là, comme veulent prévoir les accords Mercosur, de la viande au Brésil, au Mexique et compagnie, pour l'apporter ici, c'est contraire à toute l'écologie. Bon, voilà. Je crois que c'est un choix de société que nous avons opéré, dont Bridgestone est l'un des symboles. Est-ce que on continue à rester dans cette course à la concurrence, dans cette course à la compétitivité? Et à ce moment-là, eh ben, on continue, en effet, à faire des genuflexions et à verser des oboles à nos seigneurs et maîtres pour qu'ils daignent rester près de chez nous. Ou alors, est-ce qu'on se dit, on veut sortir de cette concurrence, il faut sortir de cette folie de la mondialisation, tu vois? Il faut quand même se rappeler que c'est Emmanuel Macron au printemps, quand on n'avait plus de masques, quand on n'avait plus de quoi produire des surblouses, quand on n'avait plus de gel hydroalcoolique, quand on n'avait plus de médicaments, c'est Emmanuel Macron qui appelait ça une folie, cette mondialisation, cette souveraineté perdue. Si c'est une folie, il faut en sortir. Mais en vérité, pendant un instant de lucidité comme ça, dans le cœur de la crise, il a prononcé ce mot. D'abord, ce mot est faux, je veux le dire. Hein. Ce mot est faux parce que c'est très rationnel. Ça s'est fait de manière extrêmement rationnelle. Et il y a des vainqueurs rationnels qui ont construit le monde rationnel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que cette mondialisation, elle permet quand même tous les jours aux multinationales d'aller à la fois chercher les plus bas coûts du travail ailleurs et peser ici dans une forme de chantage pour qu'on baisse les salaires, pour qu'on baisse les normes sociales et tout ça. Toutes les petites conquêtes qu'ils obtiennent
sur les accords de compétitivité, hein, tout ça, est dû à ce chantage qui est mis en œuvre. Donc ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas une folie, c'est extrêmement rationnel. Je suis à combien de minutes? Hein? 15. Donc du coup, comme je suis seulement à 15 minutes, je reviens historiquement sur les tout débuts. Le premier secteur qui a été touché, c'était le textile. Donc là, ça concerne le masque que tu as à la main, les surblouses et tout ça. Le textile. En 1975, dans la Somme, on est au sommet de la production textile. Le sommet. Jamais on n'a produit autant. Les cathédrales se sont construites sur le textile, le velours et ainsi de suite dans notre coin, mais 1975, c'est le sommet des volumes de production. 85, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, on a signé les accords multifibres, qui font que massivement, le textile part dans les pays des Maghreb, part à Madagascar, part maintenant en Inde ou en Chine. Mais ça n'a pas été irrationnel, ça a été extrêmement rationnel. D'abord pour retrouver de la marge bénéficiaire du côté des entreprises et aussi même simplement pour retrouver du pouvoir. C'est-à-dire que l'industrie textile qui est à cette époque-là hyper forte, les ouvriers, ils font mai 68. Et ils font des luttes après mai 68, qui fait qu'ils conquièrent des droits, ils conquièrent des meilleurs salaires, ils vont avoir plus de protection, ils gagnent des journées de formation, des choses comme ça. Et donc, il y a une perte de pouvoir du côté des dirigeants. Et pour retrouver ce pouvoir, ils font appel au libre-échange. Le libre-échange, la mise en concurrence des travailleurs du Val-de-Nièvre avec les travailleurs du Maroc ou de Madagascar est une arme massive contre les salariés. Et donc voilà. Donc c'est pas du tout irrationnel, c'est complètement rationnel. Et on est là à un choix de société. Et il faut le reposer, ça doit être, il va y avoir des élections à venir, ça doit être la ligne de partage. Tu acceptes ça ou tu refuses ça. Tu refuses ça, c'est la sortie des accords de l'OMC. C'est en effet, ça va être une bataille de carnassiers contre Bruxelles. Parce que Bruxelles, c'est des ayatollahs de la concurrence. Ils se sont construits là-dessus. Donc voilà. C'est au cœur. Si on ne rompt pas avec ça, eh ben, tu dois dire oui au plan social chez Bridgestone. Tu dois dire oui à la 5G. Tu dois dire oui au retour des néonicotinoïdes. Tu dois dire oui à donner des milliards dans le plan de relance. Tout est lié là-dedans. Bon. Je termine là-dessus. Le sentiment, là, vous me trompez, vous étiez avec moi dans le bureau du comité d'entreprise, mais ce que, malgré le choc de l'annonce, demeure un sentiment de peur chez les salariés. Quand même, c'est dingue. À la fois ici ou chez Auchan, on t'annonce d'un côté 1400 suppressions de postes chez Auchan et ça bouge pas plus que ça. Là, on te dit l'usine va fermer. Et pour l'instant, ça ne bouge pas parce qu'ils se disent, bon, voilà, si on veut un repreneur, il faut pas trop bouger et tout ça. Si on comprend pas qu'aujourd'hui, c'est la peur qui domine les cœurs, on rate l'époque. L'époque est marquée par la peur. Combien d'entretiens j'ai avec des gens dans mon coin là pendant le Députour que je viens d'achever qui disent à la fois leur colère de ce qu'ils vivent dans leur entreprise et la peur de ce qui peut passer dehors. Je suis allé voir la semaine dernière une pièce de théâtre qui s'appelle Une vie de Gérard en Occident. Donc c'est dans un petit théâtre à Paris. Vous direz, qu'est-ce qu'il a le temps d'aller foutre dans des théâtres ou de lire des livres. Là, je suis en train de lire un bouquin sur Roosevelt, ou même d'aller au cinéma. Bon, je pense que c'est essentiel à mon activité. Je pense que mon activité, si je vais juste me confronter au réel, comme ça, ici chez Bridgestone, et si j'ai pas quelque chose d'autre à apporter, je ne remplis plus mon rôle, qui est aussi un rôle de respiration et d'espérance. Bon. Dans Une vie de Gérard en Occident, il y a donc comment est fait le texte? C'est en fait une collection d'entretiens qui s'est fait au Sable d'Olonne en Vendée. Les gens racontent un peu leur existence et le gars a écrit une pièce à partir de ça, avec du coup un seul personnage. Mais il y a une scène qui m'a marqué. Un peu comme chez Bridgestone, mais dans une plus petite entreprise, il y a plans sociaux après plans sociaux. Et à un moment, Gérard, il se dit, bon, ça peut plus durer comme ça. On va aller voir le rédacteur en chef du journal du coin pour qu'il fasse un article sur nous et qu'il dénonce ça. Alors il va voir le rédacteur en chef, qui est le chef de local, qui dit oui, bon bah d'accord, on va faire ça. Mais je vous préviens, il va falloir une photo. Et alors là, tous les gars, ils disent non,
oh non, une photo, non, on peut pas se montrer dans le journal comme ça, c'est pas possible. Donc ils commencent à renoncer à l'article, puis finalement Gérard il les entraîne, il met une banderole, ils se mettent derrière, puis ils disent mais on va se cacher derrière la banderole pour pas qu'on voit notre tête et tout ça. Puis finalement ils se montrent à moitié ou de dos, tu vois, un truc un peu bizarre comme ça. Et il y a le chef qui passe à ce moment-là. Alors les gars, ça va? Et il voit que c'est Gérard qui a lancé la photo. Et Gérard il se dit mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais être le prochain sur la liste. Et je pense que cette petite anecdote de se dire voilà, je veux pas me faire prendre en photo, y compris quand il y a un gros truc qui me tombe sur la tête, est symbolique du moment qu'on vit. Mais voilà. Donc on a un travail à opérer, qui est un travail de conviction macroéconomique, de dire qu'on peut diriger l'économie. Il ne s'agit pas de tout nationaliser, mais de dire voilà, c'est là-dedans, dans ce type d'industrie qu'on doit investir. On doit donner la priorité aux aliments, aux vêtements, aux médicaments. Il ne faut pas signer le Mercosur, il ne faut pas signer l'accord avec la Corée du Sud, et ainsi de suite. On peut avoir ce rôle-là, mais au-delà de ça, on a une autre fonction, c'est comment on lève la chape de plomb de peur qui pèse sur les cœurs, tu vois. C'est une fonction spirituelle d'encourager les gens à prendre la parole, à oser. C'est l'une des fiertés de mon députour la semaine dernière, c'est que comme ça, au petit bonheur la chance, je croise 2 auxiliaires de vie sociale et je leur dis bon, mais est-ce que vous voulez prendre la parole à ma réunion publique tout à l'heure à Saint-Maurice? Elles disent oui. Et les 2 auxiliaires de vie sociale, c'était des assistantes maternelles, pardon. Elles prennent la parole comme ça devant tout le monde pour raconter leur ordinaire, comment elles ont peur de perdre des contrats avec les parents et tout ça, comment c'est une angoisse pour elles de savoir s'il y aura encore des enfants pour elles à la rentrée. Et le lendemain à l'Étoile, je croise une auxiliaire de vie et je lui dis est-ce que tu veux prendre la parole? Et elle prend la parole devant tout le monde à nouveau dans le petit bistrot à l'Étoile. Ce sont des petites victoires pour moi ces moments où de la même manière sur le parking de Médiacité, accompagnante d'enfants en situation de handicap, copieur de vie sociale, assistante maternelle, accepte de prendre la parole, soit devant un petit public, soit devant des médias, et on sait que ça donne une force aux gens quand ils se sont mis à faire ça. Voilà, on doit redonner confiance et conscience aux gens dans la force qu'ils ont, parce que ils ont une force énorme. Le jour où ils décident de plus faire le boulot d'assistante maternelle, d'auxiliaire de vie sociale ou de producteur de pneus ici, ils sont cuits. Ce sont les métiers indispensables. Voilà. Bon, allez, on va reprendre la bagnole parce que moi j'ai mes gamins à récupérer à la sortie de l'école et donc je veux pas être trop en retard. Voilà. Et conduire ma fille à la musique, la guitare. On avait coupé la caméra et puis Paul il me dit mais je sais pas si tu as vu, mais là l'arrêt, c'est l'arrêt Lincoln. Tu le vois là? On le voit. Donc, Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis d'Amérique au moment de la guerre de sécession. Et donc, qui était pour qu'il n'y ait pas de sécession, pour que le Sud puisse pas créer un pays à part. Alors, je voudrais lier ça à notre dossier, puisque dans la guerre de sécession, il y a à la fois une lutte sur l'esclavage, le Sud qui était favorable à l'esclavage et le Nord qui voulait en finir avec l'esclavage. Mais il y a autre chose aussi, et qui était peut-être aussi important, c'est une lutte sur les droits de douane, puisque le Sud était pour le libre-échange et le Nord était pour le protectionnisme. Pourquoi? Parce que le Sud, il produisait des matières premières, du coton et tout ça, à bas coût grâce aux esclaves, et ils étaient compétitifs au niveau mondial, et ils voulaient envoyer leur production de coton tranquillement en Europe où elle serait transformée. Et le Nord, lui, était industrialiste. Et pour que l'industrie naisse aux États-Unis, il fallait un temps de protection, un temps de protectionnisme, un temps de forte barrière douanière. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme infantile, le protectionnisme de naissance de l'industrie. Et donc Lincoln était un grand partisan du relèvement des taxes douanières, de manière à permettre à l'industrie américaine de se structurer. Et c'est toujours la même histoire, parce qu'on pourrait raconter l'histoire de l'Angleterre aussi comme ça, ou de l'Allemagne. Les pays qui se sont développés ont toujours été à un moment des pays qui ont eu une très forte politique protectionniste, et une fois qu'ils ont construit une grande industrie compétitive, ils ont dit aux autres non, il faut que vous fassiez sans protectionnisme. C'est toujours comme ça. Il y a un économiste d'origine sud-coréenne qui s'appelle Ajun Chang, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui explique que il dit foutre en l'air l'échelle quelque part. C'est-à-dire que les pays, ils se développent avec du protectionnisme, c'est leur échelle, ils montent en haut, et qu'une fois qu'ils sont en haut, ils veulent faire basculer l'échelle et empêcher les autres pays d'utiliser le protectionnisme pour se construire, ou dans le cas de la France, pour se reconstruire une souveraineté industrielle, quoi. Bon, voilà.